La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de B2B en studio, en partenariat avec la GFI. Son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre est avec nous comme chaque semaine. Bonjour. Bonjour Vincent Magny. Cette semaine, nous recevons la responsable d'une entreprise familiale genevoise. Elle incarne la 3e génération à la tête de la société qui porte son nom, une société très connue parce qu'elle fait du déménagement. Isabelle Arche, bienvenue dans B2B. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour démarrer l'émission, le portrait. Isabelle Arche, pour commencer, une étude de l'Université de Saint-Gall révélait que les étudiants issus d'une famille possédant une entreprise ne s'intéressaient que faiblement à une reprise. Seulement 4,9% des diplômés reprennent l'entreprise familiale 5 ans après avoir obtenu leur diplôme, alors que presque 35% d'entre eux sont fondateurs ou fondatrices d'une nouvelle entreprise dans la même période. Vous terminez votre master en droit à Genève en 2011 et en avril 2015, vous prenez la tête des opérations chez Arche. 4 ans après avoir eu votre diplôme, c'est donc pile dans cette tranche. Vous avez quand même pensé à créer une nouvelle entreprise ? Alors non, franchement, je ne pense pas que j'aurais créé une entreprise si je n'avais pas eu cette opportunité d'en reprendre une déjà existante. Ça m'a pas vraiment traversé l'esprit et je sais pas forcément dans quel domaine je me serais lancée pour être honnête. Alors que là, c'est vrai que l'entreprise qui était déjà dans la famille, dans le giron de mon enfance et dans mon environnement, ça m'a paru assez évident. Vous dites de ne pas savoir dans quel domaine vous lancez, mais pourtant vous faites des études de droit. On aurait pu imaginer que vous rejoigniez un cabinet d'avocats de la place, par exemple. Alors oui, mais est-ce que c'est vraiment être entrepreneur? Alors je ne vais pas me mettre tous les avocats à dos, mais je pense que c'est peut-être pas vraiment la définition que j'aurais eue de lancer une entreprise. Bien sûr, lancer son activité en tant qu'indépendant, c'est évidemment un acte entrepreneurial, mais c'est vrai que je ne sais pas si j'aurais eu cette idée de me lancer. J'avais plutôt une idée d'être juge, si j'avais dû percer dans le monde juridique. Pourquoi juge ? J'aime bien ce côté de la balance, l'équilibre des décisions qu'un juge doit rendre. Il doit justement prendre en considération le droit et pas forcément défendre un parti. Parce qu'on est l'avocat de quelqu'un et qu'on doit le défendre finalement ses intérêts à lui. La justice aveugle. Voilà, donc c'est vrai que je me serais plus vue dans cette position-là. Mais c'est vrai que je pense que la carrière que j'ai finalement embrassée me convient parfaitement. Pour commenter les chiffres qu'on a dit précédemment, selon vous, pourquoi la reprise intéresse-t-elle moins que la création ? J'imagine que c'est peut-être par un esprit de contradiction. Je l'ai moi-même vécu, je dois dire, dans ma vie, parce que mon père m'a toujours beaucoup encouragée à reprendre l'entreprise dès mon plus jeune âge. Et j'avais ma mère qui, elle, me disait que fallait que je choisisse la carrière que je voulais, parce que le plus important, c'était d'être heureux et de vraiment pouvoir choisir quelque chose qui nous plaisait. Mais c'est vrai que j'ai eu ce moment un peu où à la fois j'avais très envie de reprendre l'entreprise parce que j'en étais fière, que il y avait une vision d'être entrepreneur indépendant qui me plaisait, mais en même temps j'avais pas envie d'aller dans le sens de mon père et j'avais plutôt envie de lui dire non, je ne sais pas, ou je ferai autre chose, plus par contradiction que par réel choix qui venait de moi. Donc, selon vous, c'est plus lié aux enjeux relationnels qu'à l'activité de l'entreprise. Ouais, c'est la lecture que j'en aurais. Ouais. Et puis du coup, justement, de dire, non, moi, je ferais quelque chose à moi et j'ai envie de faire mon chemin, ce qui est aussi, je pense, assez sain, peut-être dans le parcours d'une personne et dans la formation, dans sa propre formation. 2015, vous avez décidé de racheter l'entreprise à votre famille. Vous avez acquis les parts de votre mère, de vos frères et sœurs. Vous avez remboursé cette dette aujourd'hui ? Alors, pour être précis, en 2015, j'ai racheté l'entreprise à mon père, parce que c'était lui qui était l'actionnaire en totalité. Ma mère avait 5%. Mais en fait, c'est avec lui et du coup avec ma mère que j'ai fait cette transaction.
Et puis ensuite, malheureusement, mon père est décédé, donc aujourd'hui, c'est à ma famille que je rembourse cette dette parce qu'il m'avait fait un prêt vendeur. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est à eux que je dois l'argent et que je rembourse effectivement encore. Nous évoquerons tout à l'heure les changements que vous avez opérés depuis votre arrivée à la tête de l'entreprise, mais avant cela, dans le temps, vous déclariez il n'y a pas d'école pour être entrepreneur, on le devient justement. Vous avez des modèles d'inspiration, des entreprises, et des managers qui vous considérez comme des exemples à suivre encore aujourd'hui? Je pense que mon père a été À part un votre exemple. père, alors. Ouais, c'était peut-être la réponse trop facile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes effectivement qui m'inspirent dans leur manière de conduire leur entreprise ou une fonction de management. Voilà, donc j'ai un petit peu des personnes qui, durant mon chemin, voilà, avec lesquelles j'ai pu aussi me confier, ou avec qui on peut partager, on se retrouve en termes d'enjeux ou de défis. J'ai aussi de la chance, on est dans une industrie, le déménagement, on fait aussi du déménagement international et on est dans une industrie mondiale qui est très familiale. Donc il y a beaucoup d'entreprises familiales partout dans le monde de déménagement et on se retrouve 1 à 2 fois par an parce qu'on échange des affaires, donc c'est important de se voir. Et j'ai aussi pu beaucoup échanger avec d'autres confrères. Et du coup, on n'est pas concurrents, donc il n'y a pas cet enjeu de compétition. Et du coup, on ne veut peut-être pas forcément, on n'ose pas trop s'exposer avec des concurrents, forcément. On doit quand même afficher une certaine façade quand même. Mais donc voilà, avec eux, j'ai pu échanger et puis vraiment avancer dans ce chemin de la reprise d'une entreprise familiale qui est pas évidente. Effectivement, il n'y a aucun livre. Alors, j'ai pas vraiment fait une étude détaillée, mais il me semble qu'il n'y a pas forcément, et je ne sais pas si on trouverait vraiment les réponses dans les livres. C'est surtout une expérience qu'on doit vivre. Il y a d'autres secteurs aussi qui vous permettent d'aller chercher de l'inspiration pour ramener des idées dans le monde du déménagement? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on est vraiment dans un marché de niche. On nous confond souvent avec la logistique. Ou avec le transport, donc on fait vraiment. En fait, c'est pas le plus important, c'est pas le volet le plus important, la partie transport. Nous, c'est vraiment la prestation de service, l'emballage, le conseil. Donc souvent, je suis confrontée à des logiques, peut-être des théories économiques qui en fait ne s'adaptent pas à un marché de niche comme celui dans lequel on évolue. Donc voilà, évidemment qu'on peut trouver des similitudes, il y a quand même des théories économiques qui s'appliquent, mais je dois toujours un peu les diluer ou les mettre en perspective de la réalité à laquelle on est confronté, nous. Isabelle Arche, votre nom était cité dans la campagne 100 femmes et des milliers d'autres, campagne de communication et de sensibilisation visant à mettre en évidence, je vais y arriver, 100 femmes pour leur parcours professionnel d'exception. Le PFL, les HESSO figuraient parmi les partenaires. Il y a un portrait de vous dans lequel vous décrivez votre père comme un formidable mentor. Vous évoquez également vos conseillers extérieurs qui vous ont permis d'y voir plus clair et de prendre du recul sur l'entreprise et sur vous-même. Ces conseillers, ce sont des amis, des professionnels d'investissement? Ça a été aussi des rencontres à des moments de ma vie où, voilà, un petit peu comme j'évoquais les mentors en tant qu'entrepreneur, il y a eu des personnes, voilà, on a dû faire parfois dans des phases de réorganisation ou quand on réfléchit, on se questionne sur le positionnement. On a fait appel à des consultants externes, donc c'est vrai, ou même dans mon cercle privé, il y a des personnes qui m'ont permis d'y voir plus clair. Donc des amis ou la famille? Des personnes, pas forcément alors mes amis et ma famille, évidemment que je parle aussi pas mal de l'entreprise. D'ailleurs, je pense qu'à certaines périodes, je devais un petit peu les gonfler. Mais aussi des gens plus externes. Voilà, vous voyez, vous avez peut-être tout à coup une rencontre où on partage une même chose. Et c'est vraiment des moments de vie qui sont un peu comme ça, qui apparaissent et qui nous permettent de partager vraiment un même vécu. Et on sent que ça fait écho. Souvent, voilà, quand on raconte une histoire, on voit tout de suite, je trouve, dans les yeux de la personne ou dans la manière dont c'est pris. Est-ce que la personne, elle comprend de quoi on parle ou est-ce que en fait, ça lui parle pas et bon, ça vaut peut-être pas la peine d'aller plus loin. Donc j'ai eu de la chance vraiment d'avoir beaucoup de personnes à des moments différents. Et puis je trouve que c'est ça qui est aussi sain, c'est que des fois, quand on est aidé par des professionnels externes, que ce soit des phases. Et je pense que c'est important qu'on puisse aussi à un moment, c'est comme un peu une béquille.
pouvoir arrêter d'y faire recours et puis après peut-être y revenir ou une autre personne pour nous accompagner sur un autre bout de chemin. Donc je trouve que c'est effectivement important d'avoir cette capacité à s'entourer. Peut-être avez-vous rencontré Pascal Meyer, qui était notre invité dans B2B, fondateur de la plateforme coquin.ch, qui en 2021 a changé de mode de gouvernance pour passer à l'holocratie. En clair, les décisions... L'holacratie, pardonnez-moi. Les décisions concernant l'avenir de l'entreprise sont prises en fonction des rôles de chaque membre de l'équipe et par l'intelligence collective. Depuis que vous avez repris les rênes de Arche, vous avez supprimé certains échelons hiérarchiques, nommé une quinzaine de managers qui prennent les décisions avec vous, décisions opérationnelles. Vous pourriez un jour introduire l'holacratie en mode de gouvernance chez Arche ? Alors, j'avoue que ce concept n'a pas trop mes faveurs parce que moi, je pense que c'est important. Enfin, moi, j'ai toujours vu l'holacratie, en tout cas au début. Alors après, je ne me suis pas forcément renseignée de l'évolution aussi des termes et des modèles, mais c'était un petit peu l'idée qu'il n'y avait pas de chef trop désigné et que c'était le groupe finalement qui arrivait ou une personne du groupe, parfois l'autre. Moi, je trouve que c'est important d'avoir quand même un responsable désigné aussi qui soit responsable des décisions quand elles sont populaires, quand elles sont impopulaires, quand il y a un problème, savoir à qui on se réfère. Et je trouve que ça protège finalement les employés plutôt que de dire c'est la responsabilité de tous parce que c'est quand même un stress, c'est quand même... Si tout le monde est responsable, personne ne l'est. Exactement. Donc moi, je préfère que ce soit identifié la personne qui est responsable. Je pense que c'est bien de quand même néanmoins diluer le pouvoir, ne pas le concentrer entre les mains de trop peu de personnes et voilà, de faire cette hiérarchie peut-être pyramidale qui préexistait avant. Donc une forme d'holocratie, certainement, je l'ai instaurée justement en réduisant les strates hiérarchiques et en aimant plutôt des managers de proximité. Mais pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait un chef, ou une chef, qu'elle assume ce rôle et qu'elle prenne des décisions qui s'imposent. Donc, en consultant, évidemment, ça, c'est un mécanisme qui m'est cher. Peut-être, mon côté suisse, j'aime bien prendre l'avis quand même et avoir un certain sentiment avant de prendre une décision. Même si des fois, il faut prendre des décisions rapidement. Et là, il faut aussi oser prendre sans consulter. Mais voilà, quand on a le temps de prendre ce temps, je trouve que c'est toujours mieux. Ça renforce aussi la décision que d'avoir pris le pouls en amont. Le chef est là pour décider, vous dites, il faut aussi déléguer. Et puis à la fin de la journée, il faut aussi couper un peu les ponts. C'est ce que vous déclariez dans une interview à la GFI. C'est un travail de directrice, ça reste un job. Il faut couper. Comment est-ce que vous faites en quelques mots, pour conclure cette première partie, pour débrancher, pour vous ressourcer ? Déjà, ne pas consulter ses mails. Je pense que c'est déjà un bon... Déjà, ne pas avoir les notifications. Ça paraît bête, mais je pense que c'est le premier pas. Et ensuite, il faut... je pense que c'est une culture aussi d'entreprise à mettre en place. Alors, il y a des périodes qui ne s'y prêtent pas. Je pense qu'il faut aussi... Moi, je ne suis pas jusqu'au boutiste. Je trouve qu'il faut toujours pouvoir un peu pondérer, relativiser les périodes. Mais c'est vrai que, voilà, il y a certaines périodes de vacances où je sais que on n'a pas des choses... C'est peut-être pas la période la plus... ou l'activité la plus forte. Donc, je vais prévenir et je vais dire, voilà, je ne consulterai pas mes mails. Je suis évidemment joignable sur mon portable en cas de besoin, et les gens, ils savent que ils m'appelleront que s'il y a vraiment besoin, mais parce que moi-même, je ne vais pas les ennuyer quand ils sont en vacances pour rien. Donc, c'est mutuel. Donc, les gens, ils vont finalement se calquer sur ce qu'on fait en tant que responsable. Donc si nous-mêmes, on les interrompt pour un oui ou pour un non, ils vont peut-être se permettre de le faire. Lorsqu'on évoque Arche, il s'agit bien sûr de déménagement, on l'a déjà brièvement évoqué, mais c'est aussi l'entreposage, le transport d'œuvres d'art. C'est une part importante de votre activité. L'entreprise est présente à Genève, à Lausanne, en Suisse alémanique, entre Bâle et Zurich, à Laufenburg. Parlons de votre stratégie de développement. En 2015, vous avez racheté l'entreprise, on l'a évoqué. En 2016, il y a eu le rachat d'une autre entreprise, Transdem. En 2019, 2 autres entreprises à Lausanne, Sevé et Bovie. Pourquoi cette concentration et quelles sont les prochaines étapes ? Alors moi, je fonctionne beaucoup à l'opportunité, je dois dire. La première acquisition est venue vraiment d'elle-même
auprès de nous. Et puis, Ils vous ont approché en disant on a un problème de succession, c'est ça? C'était comme ça, exactement. Un email un jour dans ma boîte mail. La personne en direct, donc même pas un intermédiaire. C'est vrai qu'on est dans un métier quand même de personnes, dans un milieu où on se parle directement. Donc souvent, j'ai été approchée par ceux qui devaient vendre leur entreprise, souvent pour des questions de succession ou de départ en retraite. Et puis je pense que il y a eu cette première acquisition qui nous a peut-être aussi placé comme un acteur qui était ouvert à ce genre de stratégie. Consolider le marché, oui. Et ce qui fait qu'après, il y en a plusieurs qui sont venus à nous. D'autres vont venir? D'autres sont en préparation? Oui, effectivement. Il y en a une qui devrait pas tarder, aussi dans le canton de Vaud. Donc c'est dans les mois qui viennent ou Semaines qui viennent. Voilà. Donc, je peux pas encore en dire trop, mais... Qu'est-ce que ça vous apporte au-delà de l'opportunité à saisir? Pourquoi grandir Alors, c'est vrai qu'on est dans un marché qui est quand même assez saturé en termes de croissance. On a peu de relais de croissance autres que l'acquisition ou peut-être développer d'autres services. Mais c'est vrai qu'on a un savoir-faire, on a un métier qu'on sait faire, sur lequel on est reconnu à Genève. Donc, vous aurez aussi remarqué qu'on n'a pas forcément racheté d'entreprise à Genève parce qu'on a déjà une visibilité et un nom qui nous permet d'avoir une suffisamment grande résonance. Mais c'est vrai que dans les autres régions, on n'était pas connu en tant qu'Arche. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, les gens, ils connaissent leur entreprise de déménagement parce qu'en fait, elle fait partie du quotidien. Vous voyez les camions, combien de fois on déménage dans une vie, donc beaucoup. Donc c'est vrai que ça fait partie un petit peu de l'ADN des gens. Et je me suis toujours dit, comme Genevois, on est trop connecté Genevois pour pouvoir aller avec notre nom dans d'autres cantons. Donc c'est comme ça que ça a commencé l'histoire dans le canton de Vaud. Et puis aujourd'hui, on est vraiment connoté comme un acteur local. Et pour moi, c'est ça qui est important parce qu'on est vraiment ancré dans la région dans laquelle on exerce. En 2019, si on regarde les années avant Covid, qui étaient à peu près des années normales, entre guillemets, vous annonciez que vous faisiez un chiffre d'affaires d'un peu plus de 20 millions de francs. Il y avait 40% qui résultait de l'entreposage et du déménagement d'œuvres d'art. Donc, c'est vraiment une activité importante. Il y avait aussi 130 employés en 2019. Aujourd'hui, en 2023, où est-ce que vous en êtes? On a grandi. Alors, c'est vrai que les années Covid, on a plutôt subi un tassement. Mais relativement maîtrisé, je dirais, compte tenu de la crise vécue. Et puis en fait, en 2021, c'est reparti très fort. Et en 2022, encore plus fort. Donc, aujourd'hui, combien d'employés? Alors, on va atteindre les 150, justement. Ah oui. Et notre chiffre d'affaires en 2022 a dépassé les 25 millions. Donc, effectivement, on a une assez importante croissance sur ces dernières années. Alors voilà, probablement dû à un certain rattrapage des années Covid. On a eu, je pense, une bonne gestion de cette crise au niveau des équipes, au niveau clientèle, qualité, parce que aussi grâce au système suisse, les RHT ont vraiment énormément, pour moi, été la clé du succès de cette gestion de crise, où on a pu conserver tout notre staff, parce que moi j'étais persuadée que ça allait reprendre. C'était une question de temps. Alors, on savait pas combien de temps. Compétences Exactement, des personnes qui sont là depuis longtemps, qu'on a formées, parce qu'il n'existe pas d'école. Donc, c'est aussi beaucoup de temps de formation, c'est une culture d'entreprise, c'est des liens personnels aussi qu'on tisse. Donc, voilà. Et puis, c'était en plus une période anxiogène. Donc, licencier des gens, si on avait dû le faire, parce que s'il n'y avait pas eu les RHT, on aurait probablement dû le faire. Mais étant donné qu'on avait cette possibilité, j'ai préféré pouvoir avoir recours à cela. Et c'est vrai que ça a été plutôt un choix comme ça, gagnant parce que derrière, on a pu se redévelopper. On ne pensait pas que 21 serait aussi important. Et c'est vrai qu'après, en 21, on a recruté de nouvelles personnes parce qu'on sentait que 22 serait dans la même trempe. Isabelle Arche, Arche Genève se tenait du 26 au 29 janvier dernier, c'était à Palais Expo. Ce genre d'événement, ça représente un volume d'affaires important pour vous? Oui, alors c'est vrai que pour le transport d'œuvres d'art, vous l'avez évoqué, c'est vrai que c'est notre activité. Alors, pour laquelle peut-être on est moins connu du grand public parce que nos camions ne sont pas rouges mais blancs pour l'œuvre d'art. Parce que vu que c'est des camions climatisés, le blanc maintient mieux la température. Mais c'est en fait l'activité que mon grand-père avait démarré, avec laquelle il avait démarré. Donc c'est notre activité de cœur. En tout cas,
en tout cas celle avec laquelle tout a débuté. Ça représente quelle partie de votre chiffre d'affaires? Aujourd'hui, c'est à peu près 50%. Ah oui, donc ça a encore pris de l'importance. Ça a encore pris de l'importance. Et ça, c'est vraiment de la croissance grâce au bouche à oreille. Et puis d'être présent, évidemment, on est partenaire de Art Genève, ce qui nous donne aussi une certaine visibilité. Ça a aussi un impact sur notre activité parce qu'on est très mobilisé durant cette période. Alors là, vous avez cité les dates, mais en fait, on doit monter plusieurs jours avant. On délocalise une partie de notre staff administratif sur place dans Palexpo pour pouvoir vraiment répondre à la demande pendant toute la durée de la foire. Et c'est vrai que ça mobilise aussi un grand nombre de personnes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une période janvier qui n'est pas forcément la plus active en temps... début d'année, des fois, les choses sont un petit peu en stand-by. Parce que les déménagements, c'est quand même... C'est plutôt l'été. C'est plutôt l'été, voilà. Il y a une forte saisonnalité. Exactement. Ça sera aussi surtout en fin de trimestre, ça coïncide avec les fins de bail. Donc c'est vrai que janvier, c'est un peu une aubaine d'avoir cette foire. Ce salon qui nous donne une belle activité. Parlons, vous l'avez brièvement évoqué sur les possibilités de croître, la concurrence. Alors, à Genève, on connaît d'autres sociétés comme Pélichet, Balèze Trafic, dans tout ce qui est œuvre d'art Nature à Lecoutre est aussi actif. Mais est-ce que c'est un marché qui est vraiment finalement très local? Il y avait une statistique de l'Office fédéral de la statistique qui mentionnait que la plupart des Suisses, quand ils déménagent, c'est pour faire 13 km. C'est la moyenne, donc on reste quand même très proche de son premier lieu. Cette concurrence, elle est très locale, ou bien vous faites aussi face, il y a des grands groupes internationaux, AGS par exemple le français, enfin d'autres, on ne va pas tous les citer, mais comment se passe la concurrence? Oui, alors effectivement, il y a une grande variété de concurrents, donc ça nous permet de nous tenir toujours en challenge. Parce qu'on a à la fois des grands groupes internationaux, vous avez mentionné AGS, qui d'ailleurs est un groupe qui a racheté Pélichet. Oui. Donc, même s'ils ont gardé le nom. En 2011, Et donc, voilà, on a ces grands groupes qui sont venus sur le marché suisse parce que, ils voient les prix qu'on pratique. Ils se disent, mais alors, c'est génial, ça doit être très lucratif. Mais après, il faut mettre ça toujours en regard au salaire, au prix des baux. Donc c'est vrai que mais les étrangers, enfin les agents étrangers, ils voient les prix suisses et ils se disent il y a vraiment quelque chose à faire. Donc il y a eu une forte attractivité de la Suisse dans les années 2010. D'ailleurs, c'était quand je suis arrivée un peu dans l'entreprise après mon master et ça nous a mis dans une situation difficile parce que c'était des sociétés qui étaient nos partenaires. Et tout à coup, ils ouvrent un bureau localement où ils rachètent une société locale. Et donc forcément, ils arrêtent de travailler du jour au lendemain avec nous. Et nous, ça nous a un petit peu bousculé parce qu'on a perdu tout un chiffre d'affaires qui provenait de ces partenaires. Et puis, ils avaient un effet groupe où les clients, ça les rassurait de se dire, parce qu'il y a certaines sociétés qui ont des noms partout dans le monde qui est le même. Donc ils se disent, ça me rassure. Comment est-ce que vous vous différenciez? Alors, comment est-ce que vous avez réagi? Alors, aujourd'hui, le marché a quand même un peu changé parce que, justement, de maintenir le même niveau de qualité dans toutes ces succursales du monde, c'est très difficile. Donc, et un nom, une réputation de qualité, c'est dur à bâtir et c'est très facile à détruire par l'activité d'une mauvaise branche. Donc, finalement, aujourd'hui, aussi au gré des crises qu'il y a eu et de la réduction un petit peu des mouvements internationaux des expatriés, ils ont plutôt tendance à grandir, mais les volumes déménagés sont quand même tendance les packages alloués par les multinationales sont plutôt tendance à être diminués. Donc, un effet indirect du télétravail, on peut imaginer. Voilà, du commuting aussi. Donc voilà, il y a plein de tendances de fond. Puis aussi, selon l'âge des expatriés, évidemment, il n'y a pas le même volume d'effets à déménager. Donc nous, on s'est toujours attaché déjà à offrir de la qualité. Aussi dans le sillage de notre activité de transport d'œuvres d'art, on ne pouvait pas se permettre de commencer à lésiner sur la qualité de nos hommes. Sur le terrain. C'est ce qu'a payé finalement au résultat. Exactement. Et ça, je pense. Et puis derrière, on s'est aussi attelé à moderniser un petit peu notre communication, notre image, à la moderniser pour... Vous parlez de modernisation, justement, c'est un des deux derniers thèmes de cette partie que j'aimerais aborder. C'est tout ce qui est la visibilité numérique. L'enjeu d'être bien référencé, j'imagine, dans Google. Ah oui. Comment ça se passe pour vous? Il y a aussi des plateformes qui font penser à Booking pour les hôtels, mais là, c'est des plateformes pour le déménagement. Comment vous vous positionnez en ligne? Alors, effectivement, c'est un enjeu majeur. Et donc, si vous
avez l'intérêt de regarder combien coûte le mot déménagement. Je crois que c'est hors de prix dans les Google Ads. Je ne veux pas faire de pub, mais c'est quand même... on doit être sur ces plateformes, sur Google, sur ces référencements. Donc voilà, on fait du référencement de cette manière. Le référencement du site naturel est aussi extrêmement important. Et puis, nous, on a fait le choix de ne pas passer par des plateformes parce qu'en fait, la marge qu'ils prennent d'administration, ils ne nous permettent pas de vivre, en fait. Donc, on serait de toute façon trop cher. Et c'est vrai qu'ils prennent plutôt des acteurs très, très locaux qui n'ont peut-être pas la même visibilité que nous, on l'a. Parce qu'on quand même, on jouit d'une bonne visibilité globalement. Parce qu'il y a la visibilité numérique, mais la visibilité dans la ville, elle est aussi importante. Parce qu'aujourd'hui, vos clients, ils sont principalement suisses. Alors, on a vraiment une très, très large gamme de clients. Donc, ça, c'est aussi notre force parce qu'on n'est pas tributaire d'un seul type de client. Donc, on est à la fois sur des expatriés qui vivent à Genève, qui sont dans le monde entier et qui vont en projet de venir à Genève. On a des sociétés qui nous contactent en direct. On travaille aussi avec beaucoup des maisons de vente. On travaille avec des institutions. Donc, voilà, à la fois localement, à la fois internationalement. On travaille avec des agents quand même. Ceux qui n'ont pas ouvert en Suisse, ils travaillent encore avec nous. Donc, mais les Suisses, dans vos clients, pour qu'on ait juste une idée, c'est la moitié de vos clients? Les Suisses? Les Suisses, oui. Alors, je pense que... Si on parle des déménagements, ouais. Alors, résidents, on va dire, Suisses, parce que c'est pas forcément des Suisses, c'est souvent des expats. Mais oui, c'est quand même le 3/4. Dernier sujet, c'est la durabilité, Vincent. La flotte de véhicules, combien de camions aujourd'hui Alors, on est sur une flotte environ de 60 véhicules, mais tout type de véhicules, donc à la fois des utilitaires, des fourgons et des camions. Avec de l'hybride, hydrogène déjà intégré? Comment vous J'aimerais bien, mais bon, on n'est pas Migros, donc on n'a pas encore la taille pour lancer des prototypes comme ils ont fait. Et c'est franchement bravo à eux de faire avancer la recherche. Nous, malheureusement, on ne peut que suivre ce qui se fait, suivre le mood. On a quand même acheté un camion biogaz, donc on est quand même intéressé à ce qui se passe sur le marché. Dans l'évolution, il y a quand même des choses qui se font. Mais c'est vrai que ça va être utile ou disons possible d'utiliser ces camions que pour des camions qui sont très localement employés, parce que si on part en voyage, c'est très difficile de construire sa route en étant sûr de ne pas être à court de biogaz. Donc voilà, ça met une difficulté supplémentaire dans un monde logistique qui est quand même très tendu au niveau des délais, au niveau des imprévus. Donc c'est pas simple, mais voilà, il faut que l'industrie s'y mette. Et nous, on sera ravis de pouvoir suivre le mouvement quand ce sera disponible en termes d'infrastructure et aussi en termes de coûts, parce qu'aujourd'hui, c'est encore des coûts très très importants et c'est quand même rédhibitoire. Isabelle Arche, nous allons terminer cette émission avec ces objets que vous déménagez et peut-être quelques anecdotes de transport. Un premier, c'est forcément, on pense au grand piano à queue, un Steinway par exemple. On imagine l'angoisse pour le pianiste, mais pour vous, c'est une simple routine? Alors, je ne sais pas si vous avez choisi le meilleur exemple, parce que pour les pianos très compliqués, on fait appel à des spécialistes. C'est tellement compliqué. Ouais, alors c'est vrai que c'est une technique de portage qui est très spécifique. Et voilà, et quand c'est des pianos droits qu'on peut manipuler, je dirais sans une connaissance particulière, on le fait, mais sinon c'est vrai qu'on... Donc c'est compliqué de déplacer un piano, c'est pas juste lourd. Et c'est vrai qu'en plus, malheureusement, disons qu'en termes de volume, ça va pas vers la croissance, parce que les gens, ils ont quand même tendance à acheter des pianos, à moins de pianos compliqués, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas en interne. Les œuvres d'art, pareil, parfois galère à transporter. On pense principalement à certaines installations, un mobile de Calder par exemple. Oui, alors dans les œuvres d'art, là, c'est vrai qu'on a de tout. Donc la particularité, le défi et aussi, je pense, l'intérêt de notre métier, là, c'est que pour chaque objet, il faut trouver l'emballage qui lui correspond. On doit tenir compte du poids, de la taille, évidemment, si c'est du matériau utilisé. Et puis, où est-ce qu'on va le transporter? Est-ce qu'on va le transporter à l'autre bout du monde? Est-ce qu'on le transporte 13 km plus loin? Donc, en fonction de ça, on doit imaginer. Et puis, souvent, le challenge, c'est quand c'est très lourd et il faut faire appel à des grues ou des installations lourdes. Alors, des grues, peut-être pas, mais un jour des robots, pourquoi pas? Ou des exosquelettes, vous y pensez?
Oui, on a fait des tests. C'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, je pense que ça va. C'est peut-être l'avenir de notre métier parce que finalement, ça va permettre de rendre ce métier moins pénible parce que c'est un métier qui est formidable. On contacte des gens, travail d'équipe, tous les jours des jobs différents. Il y a cette... Mais c'est physiquement exigeant. Voilà. Et ça, parfois, ça peut un petit peu repousser les gens à embrasser ce métier. Et je pense que l'exosquelette pourrait être... surtout avec la pénurie de main-d'œuvre qui s'annonce, on va pas, c'est pas un scoop. Donc je pense qu'il va falloir trouver des méthodes pour rendre notre métier plus attractif. Dernière question. Vos propres déménagements, Isabelle Arche, quand on lit que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, vous confirmez ? Ouais, je confirme, je déteste déménager. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Merci de l'invitation. Merci Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. Rendez-vous la semaine prochaine, même place, même endroit, pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses et entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.